Merci Sylvie. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc, oui, je vais vous parler des effets de la pratique musicale sur la cognition des personnes âgées en santé, c'est-à-dire un peu plus dans un aspect de prévention cette fois-ci. Alors, comme vous le savez tous, le déclin cognitif commence dans la petite vingtaine, mais bien sûr, va le plus souvent devenir beaucoup plus évident après 60 ans. Et dans certains cas, être associé à des symptômes de démence. Alors, à côté de ça, on observe aussi en fait que certaines personnes réussissent à vieillir sans développer de troubles cognitifs majeurs, ou en tout cas sans que ce soit du tout handicapant dans leur vie quotidienne. Et puis, ce qui est très intriguant, en fait, c'est que parmi ces gens-là, on découvre, après leur mort, parfois, que dans certains cas, leur cerveau, en fait, présentait tous les signes, tous les marqueurs biologiques de démence, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ces gens-là n'avaient jamais développé de symptômes de leur vivant. Donc, dans ce cas-là, on suppose que le cerveau s'est spontanément adapté pour compenser les déficits liés aux lésions cérébrales. Alors, comment l'expliquer? Le facteur qui semble déterminant, c'est le niveau de stimulation cognitive qui a été reçue durant la vie ou, si vous voulez, l'intensité de l'activité intellectuelle. Alors ça a été conceptualisé sous le terme de réserve cognitive, et donc qui stipule que notre mode de vie, et ça peut être notre niveau de scolarité, notre profession, nos activités de loisirs, nos activités sociales, tout ça va influencer la manière dont le cerveau vieillit. Et en conséquence, l'apparition des démences va être retardée dans le cas d'une vie en moyenne, hein, il n'y a pas de recette miracle, mais en moyenne, dans le cas d'une vie active sur le plan intellectuel et sur le plan social. Alors un exemple vraiment impressionnant de la réserve cognitive, c'est celui du bilinguisme. Et puis il y a cette étude qui a montré que les personnes qui ont l'habitude de parler deux langues tout au long de leur vie, et puis de manière très régulière, par exemple, une langue au travail, une autre à la maison, montrent en moyenne, à nouveau, un délai de 4 à 5 ans dans le début de l'apparition des symptômes de démence. C'est-à-dire qu'en moyenne, les bilingues qui doivent développer une démence le font 4 à 5 ans plus tard que les monolingues. Et puis, considérant le fait que le facteur de risque le plus important pour développer une démence, c'est l'âge. Si on arrive en fait à repousser les démences de 5 ans pour toutes les personnes, ça va revenir à finalement diminuer la prévalence globale de 40%, ce qui est énorme. Donc, vous comprenez ici vraiment l'engouement et l'enthousiasme de la communauté scientifique autour de ces questions de réserve cognitive. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait utiliser la musique comme booster de cette réserve? Alors pourquoi la musique? Déjà parce que les effets de la pratique musicale sont extrêmement bien documentés chez les sujets jeunes, et on sait que la pratique de la musique va modifier le cerveau, l'anatomie, les fonctions du cerveau et dans certaines aires cérébrales. Et puis, les musiciens, en conséquence, sont souvent meilleurs dans un tas de tâches neuropsychologiques, cognitives différentes, mémoire, attention, etc. Et puis, autre chose intéressante aussi, on s'aperçoit que, donc, comme la musique va emprunter des ressources neuronales qui sont partagées avec d'autres activités, on n'a pas un centre cérébral pour la musique, on utilise des processus généraux quand on fait de la musique, on va, par le biais de la pratique, améliorer ces processus généraux. Et en conséquence, non seulement les musiciens qui pratiquent vont devenir, espérons, meilleurs en musique, mais aussi en général. Et juste pour vous donner un exemple ici, dans le cas de quelqu'un qui serait habitué à jouer dans un orchestre et puis à devoir de temps en temps prêter attention de manière très sélective au son de son propre instrument, cette personne-là peut aussi développer une meilleure attention auditive pour, par exemple, focuser sur son interlocuteur dans le cas d'une conversation dans un environnement bruyant.
Et donc par ailleurs, cette perception de la parole dans le bruit est une des choses qui a été montrée comme étant améliorée chez les musiciens. Alors est-ce que ça marche pour les personnes âgées? Est-ce qu'en fait on a des différences dans le vieillissement? Ça, c'est une liste presque exhaustive des études qui ont comparé des musiciens âgés et des musiciens non âgés sur des mesures cognitives. Et déjà, je veux juste vous faire remarquer que vous pouvez voir ici que c'est un champ de recherche qui est très récent. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à intéresser depuis quelques années. La réponse est oui. Sur un tas de mesures, ça a été montré que les personnes âgées musiciennes ont aussi des meilleures performances, la mémoire de travail, la planification, l'affluence, l'inhibition, etc. Et toutes ces tâches-là, toutes ces études-là sont des études qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire que c'est des tests papier-crayon ou informatisés où on regarde simplement les performances finales des sujets. Et la question qu'on s'est posée dans la première étude que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est est-ce qu'en fait on pourrait aussi voir un avantage vraiment sur le plan neuronal quand on regarde ces personnes âgées, musiciennes et non musiciennes. Donc pour faire ça, on a recruté 17 participants musiciens qu'on a appareillés à 17 non-musiciens, contrôle, qui avaient le même âge et le même niveau de scolarité et statut socio-économique. Et les musiciens étaient soit professionnels, soit vraiment d'un niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont à peu près joué de la musique toute leur vie, et puis étaient toujours actifs au moment de l'étude, c'est-à-dire continuer à jouer au moins plusieurs fois par semaine. On a enregistré l'activité électrique des neurones par la technique de l'électroencéphalogramme, le EEG, pendant une tâche qu'on appelle go-no-go. C'est une tâche où les gens voient des formes géométriques qui apparaissent au centre de l'écran, une à la fois. Et là, simplement, ce qu'ils doivent faire, c'est d'appuyer sur la barre d'espace quand la forme est blanche et de ne pas appuyer quand elle est rose. Mais parce que la plupart du temps, elle est blanche et parce qu'on leur demande d'appuyer le plus rapidement possible, ils vont être tentés d'appuyer à chaque fois. Et puis quand on a la forme rose qui apparaît, on mesure vraiment ce processus qu'on appelle l'inhibition, qui est de retenir la réponse non pertinente. Alors ici, je ne vais pas aller trop en détail dans les résultats EEG, mais juste pour que vous puissiez comprendre les graphes. En rouge, en noir d'abord, pardon, vous avez la moyenne de l'activité électrique pour 3 des électrodes pour les essais Go, c'est-à-dire quand on doit appuyer, presser la barre d'espace. Et en rouge pour les essais No Go, donc quand on doit retenir sa réponse. Ces 3 électrodes-là, PZ, CZ, FZ, sont placées comme ça ici, au milieu du scalp. Et donc ici, on voit que chez les musiciens, ici à droite, on a une différence dans la réponse pour les essais Go comparée à la réponse pour les essais No-Go, qui est plus importante que chez les non-musiciens. Cet effet-là de l'amplitude de l'onde qu'on appelle N2 chez les musiciens, il est aussi corrélé à la performance à la tâche. C'est-à-dire plus l'amplitude est grande, moins les gens font d'erreurs. Aussi, on a le même effet au niveau de l'onde suivante qu'on appelle la P3. Et ici, à nouveau, chez les musiciens, on a une plus grande différence entre les deux conditions que chez les non-musiciens. Et puis plus encore ici, quand on se déplace dans des aires plus frontales. Et on remarque en fait un mouvement du traitement de l'information vers l'avant, vers les régions antérieures chez les musiciens. Et ce déplacement d'activité vers les ondes frontales a déjà été montré dans d'autres études ou interprété comme reflétant des mécanismes de compensation efficaces chez les personnes âgées. Donc c'était intéressant de l'observer chez nos sujets musiciens. Et puis finalement, cette amplitude de l'onde P3, ici, chez les musiciens, elle va être corrélée à l'âge du début de pratique. Donc plus les gens ont commencé jeunes, plus ils ont cette amplitude qui est forte, et aussi au nombre d'heures qui pratiquent actuellement, en tout cas durant la période de l'étude. Donc on montre ici que les musiciens, on peut aussi voir sur le plan
neuronal, cet avantage des musiciens âgés versus non-musiciens, et puis que cet avantage-là est corrélé à la performance à la tâche et aux valeurs d'expertise musicale. Il y a seulement 2 questions en fait qu'on ne peut pas répondre avec ce type d'études, qui sont des limites importantes à ce genre d'études qu'on appelle corrélationnelles, c'est-à-dire quand on prend un groupe de musiciens, un groupe de non-musiciens, et puis qu'on les compare entre eux, parce qu'on ne peut jamais en fait complètement écarter l'idée que peut-être les gens étaient juste meilleurs à la base. Peut-être la raison pour laquelle ils ont commencé la musique, c'est parce qu'ils avaient plus de capacités. Ou, dans le cas du vieillissement, peut-être que les musiciens qui ont conservé leur activité musicale en vieillissant l'ont fait parce que justement ils conservaient une meilleure cognition. Donc ici on a toujours peut-être ces variables confondues qui nous empêchent de vraiment tirer une ligne de cause à effet entre la pratique et les effets qu'on voit au niveau cérébral. La deuxième question aussi, c'est combien de temps il faut. Est-ce que dans le fond il faut vraiment avoir joué 60 ans de la musique dans la vie pour voir des effets comme ça au niveau du cerveau, ou est-ce qu'une pratique plus à court terme pourrait permettre déjà de donner des bons effets? Et vous voyez où je veux en venir, évidemment, c'est est-ce que si on n'a pas commencé quand on est retraité, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on s'y met? Donc pour répondre à ces 2 questions-là, on a mené une étude qu'on appelle longitudinale, c'est-à-dire qu'on a recruté 60 personnes, toutes non musiciennes et toutes en santé, et on les a répartis aléatoirement en 3 groupes. Un groupe pour recevoir des leçons de musique, un autre groupe contrôle actif qui a reçu des leçons d'art visuel, peinture, dessin, et un 3e groupe contrôle qui n'a rien fait du tout. Et on les a entraînés, le groupe musique et le groupe art visuel, pendant 3 mois, 3 fois par semaine, donc un entraînement quand même assez intensif. Et on a testé avant et après l'entraînement leur score sur une batterie de tâches cognitives, neuropsychologiques, et aussi la même tâche EEG qu'on avait utilisée dans l'étude d'avant. Et aussi, après 3 mois après l'intervention, où on n'a pas de contact avec les personnes, on les fait revenir juste pour voir si les bénéfices qu'on aurait observés en post-test sont maintenus, même quand on arrête finalement de pratiquer l'activité. Alors, les leçons de musique qu'on a faites sont basées beaucoup sur apprendre le rythme, apprendre à taper différentes sortes de rythmes, apprendre les notes, apprendre la musique, apprendre ce qu'est l'harmonie, et beaucoup de chant. Et justement, pour éviter les problèmes de frustration dont Audrey Cristal parlait ce matin avec les instruments de musique, parce que 3 mois, c'est un peu trop court pour commencer à avoir vraiment du plaisir quand on pratique un instrument. On a évité ça, on a juste utilisé des percussions qui sont vraiment faciles à mettre en place rapidement. Donc je vais juste vous montrer une petite vidéo. Et puis vous allez voir comme c'est aussi exigeant sur le plan cognitif ce qu'on a fait, parce que non seulement il faut mémoriser tout ce qu'ils ont à mémoriser, les paroles, les chansons, aussi une petite chorégraphie qu'on a rajoutée par-dessus, mais en plus elle va après leur faire chanter la chanson en canon. Donc là il s'agit de résister à l'interférence. Emergency, just pull on the chain, pull on the chain. Penalty for improper use, £5 to stop the train. In cases of emergency, just pull on the chain, pull on the chain. Penalty for improper use, £5 to stop the train, to stop the train. Just cases of emergency, just pull on the chain. Penalty for chain, penalty for improper use, £5 to stop the train. Just cases of emergency, just pull on the chain. Penalty for chain, penalty for improper use, £5. Are we comfortable with that? Yeah. Do it again, or we're okay?
Pas mal quand même pour des gens qui n'avaient jamais fait de musique avant. Alors, sur la batterie neuropsychologique, il y a une tâche qui a montré un effet entre pré- et post-intervention. C'est une tâche de mémoire de travail verbal et c'est un empan de mots. Donc on lit une liste de mots aux participants et puis ensuite ils doivent la répéter juste après, soit dans le même ordre, soit dans l'ordre inverse. Et ici on voit que dans les deux conditions, endroit en vert, on a une augmentation pré-post pour le groupe musique qui n'est pas là pour les deux autres groupes. Et puis pour notre tâche de go-no-go, mesure EEG, c'est juste ici une manière un petit peu différente de représenter les résultats. C'est l'amplitude moyenne pour l'onde P3 dont je parlais tout à l'heure, pour l'hémisphère gauche à gauche, l'hémisphère droit à droite, les essais no-go en haut, où on doit retenir la réponse, et puis go, où on doit répondre en bas. Et donc ici, on voit aussi qu'entre pré et post, on a une augmentation de cette amplitude pour le groupe musique dans les conditions go, no-go et à gauche et à droite. Simplement un effet ici pour le groupe art visuel aussi, mais simplement dans une des conditions et puis dans un hémisphère. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand ils sont revenus 3 mois plus tard, sans rien faire de spécial durant les 3 mois, on a vu que ces effets-là étaient maintenus, donc à la fois l'effet sur la mémoire de travail verbale, l'empan de mots, en droit et en vert, est maintenu chez les personnes qui ont suivi les cours de musique, et puis aussi l'amplitude améliorée, augmentée de la P3. Et finalement, mais important, les gens aimaient vraiment beaucoup l'intervention. Et ça, c'est très important quand on travaille avec des personnes âgées qui ont plus envie de faire des choses ennuyeuses. Donc, il faut venir avec des interventions qui vont être fun et puis qui vont être motivantes. Non seulement parce que sinon, ils ne vont pas le faire, mais aussi pour tous les effets neurophysiologiques qu'on connaît et qui sont très importants pour ce qui est de l'apprentissage et de la plasticité cérébrale. Voilà, donc en conclusion pour cette étude-là, on a montré scientifiquement, confirmé en fait notre intuition que on peut toujours apprendre quand on est âgé, même si on n'a pas commencé étant jeune. La musique peut être un bon outil pour stimuler cette plasticité cérébrale. Et puis, finalement, ce qui est le plus important, c'est peut-être pas juste combien de temps on a joué, mais c'est d'être en train de faire quelque chose qui est motivant, qui est un challenge, d'être engagé vraiment dans une activité où on sort un petit peu de notre zone de confort, puis on va maintenant forcer notre cerveau à s'adapter à ce nouveau challenge. C'est ça qui va créer des nouvelles connexions et puis, on pense, permettre de le renforcer pour la suite. Une des limites de cette étude-là, peut-être, c'est l'accessibilité des leçons, parce que si ce n'était pas dans le cadre d'un projet de recherche, ce serait un peu cher de prendre des leçons de musique comme ça. Aussi, il faut être mobile, il faut habiter en ville, il faut se déplacer. Donc, juste pour le mentionner rapidement, une autre partie de mon travail à Baycrest, à Toronto, c'était de contribuer au développement d'un logiciel pour la stimulation cognitive par la musique chez les personnes âgées, où les gens pourraient, par exemple, sur un ordinateur ou sur une tablette, apprendre à taper différents rythmes, apprendre les notes, et puis aussi chanter avec un logiciel de reconnaissance du pitch. Ça, on a un peu de données solides encore là-dessus. J'aimerais le tester, ça m'intéresse. Je serais curieuse, en fait, de savoir si ça marche, parce que vous allez tout de suite me dire, ouais, mais là, c'est à moitié de la musique, parce on perd complètement tout l'aspect interaction sociale, et puis le plaisir de faire du bruit ensemble. Et c'est vrai. Et cet aspect-là a obligatoirement contribué à nos résultats. Ce serait vraiment intéressant de voir ce que ça donne quand on le fait tout seul avec un ordinateur. Est-ce qu'on a quand même des améliorations, des choses un peu différentes peut-être? Donc en conclusion, voilà, c'est pas trop tard pour commencer. On peut donner ce message-là aux gens qui nous demandent quoi faire parce qu'ils sont inquiets. L'autre message important, c'est qu'il faut qu'ils aiment ça. S'ils n'aiment pas ça, la musique, mais n'y allez pas, ça va servir à rien. Trouvez autre chose. Et justement, on est en train de mener des études comparatives où on se dit, il y a peut-être d'autres activités aussi que la musique qui pourraient être très bien pour la réserve cognitive. Et ça fait partie du nouveau projet qu'on fait avec Sylvie Belleville en ce moment, en collaboration avec beaucoup d'instituts et d'universités au Québec et en Ontario,
où on va aussi, par exemple, chercher à mettre en évidence des effets d'apprentissage d'une seconde langue. Donc on va faire apprendre l'espagnol à nos sujets anglophones et francophones. On cherche en fait aussi s'il y a des effets spécifiques, si c'est un effet de juste faire quelque chose de hyper stimulant, et alors, oui, ça y est, là, on est réveillé, et puis on développe un tas de choses, ou alors s'il y a peut-être des effets spécifiques, la musique aiderait plus certaines fonctions, l'apprentissage d'une deuxième langue, d'autres. Et puis la dernière chose importante c'est aussi de suivre nos participants un peu à plus long terme. Le suivi à 3 mois était intéressant pour une première étude, mais 3 mois, dans le fond, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est si on a vraiment un effet sur la santé un peu à plus long terme de nos aînés. Donc, ce qu'on fait aussi dans ce projet avec Sylvie, c'est qu'on va ajouter un post-test 1 an et demi après la fin de l'intervention, pour voir si là, on a encore certains effets ou une différence entre nos groupes. Donc, merci aux collaborateurs, aux organismes de financement et à vous pour votre attention. Bon, je résiste pas, hein, Aline. Merci, c'était superbe. Évidemment, c'est des effets très souvent rapportés. Alors maintenant, toi, tu l'as fait correctement, tu as fait randomization. Mais c'est quoi ton groupe contrôle? Faire des visual arts isolés, en groupe? Comment on peint en groupe? C'est une bonne question. J'espérais que tu allais la poser. La première chose à dire, c'est qu'on a fait vraiment attention pour que les deux types d'interventions soient agréables et motivantes et marrantes, à peu près au même niveau. Puis on l'a vérifié avec des questionnaires. Les gens des deux groupes, je vous ai montré les témoignages du groupe musique, mais les gens des deux groupes ont vraiment beaucoup aimé. On a aussi travaillé vers un but pour chacun des deux groupes. Et en fait, le groupe musique préparait un petit concert à montrer pour le groupe art, et le groupe art avait fait une exposition pour le groupe musique. Donc on s'est juste assuré qu'il y avait quelque chose d'un peu similaire dans la motivation. Pour ce qui est de l'aspect social, oui, c'est différent parce que les gens qui apprennent, bien sûr, ils échangent sur leur dessin, comment tu as fait, tout ça, mais bien sûr qu'il y a beaucoup plus de « je travaille avec mon canevas » et pas on fait ça, on crée ce truc-là qui ensemble, et puis dans la musique, dans le fond, le canon, ça a du sens que si on chante avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça a pu contribuer. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une variable confondue, parce que, je le dis, parce que, en fait, le fait que la musique, fasse émerger ça, c'est vraiment un facteur intrinsèque de ce que c'est la musique. Donc, on ne veut pas non plus le contrôler complètement et puis faire un groupe contrôle qui serait artificiellement hyper social pour venir avoir la même chose. On veut mesurer aussi l'effet de ce caractère social parce que ça fait partie de ce que c'est la musique et c'est très bien. J'ai une petite question peut-être plus générale sur le choix des variables de mesure d'outcome, parce que je pense que ce qui nous manque dans nos études d'intervention, c'est des modèles sur pourquoi on a choisi ces mesures-là et quel est le modèle d'action ou quelle est notre hypothèse sur le mode d'action de nos interventions. Parce que si on met 40 tâches, il y en aura une qui va sortir significative. Puis si on n'a pas de modèle conceptuel sur le lien entre notre intervention, les variables cognitives, quel effet ça a après sur les variables un peu plus distales, on a du mal à convaincre les gens que ce n'est pas juste un effet qui est au hasard. Maintenant, je trouve quand même intéressant le fait que tu as un effet. D'abord, comment vous avez choisi vos outcomes. Et puis ensuite, je trouve quand même intéressant que tu as un effet sur la mémoire de travail verbal. Pourquoi? Parce que, et là, j'aimerais ton avis là-dessus. Tu connais sans doute les travaux de Merzenich qui sont mis dans Posit Science, où les gens vont être entraînés sur de la discrimination temporelle, très auditive souvent. Donc, c'est vraiment... Et le seul effet qu'il observe, l'effet le plus fort, en tout cas, c'est sur la mémoire à court terme. C'est exactement tes effets. Puis moi, j'ai toujours été un peu sceptique. Puis dans le fond, peut-être qu'il y a un vrai effet là, parce que toi, tu travailles là-dessus, dans le fond. Parce que ton intervention, c'est vraiment une intervention très temporelle.
Et est-ce que, donc, tu penses que tu as quelque chose qui est similaire en termes d'intervention et donc d'effet à ce que Merzenich a montré avec Posit Science, donc ces interventions qui sont plus vraiment sur la discrimination temporelle de son, puis tout ça. OK, alors, beaucoup de choses. Pour la première partie de la question, comment est-ce qu'on a choisi nos mesures d'outcome? De deux manières. La première, c'est de prendre d'essayer de viser des processus qu'on sait sont améliorés avec la pratique musicale chez les personnes jeunes. Et la mémoire verbale, c'est un d'entre eux. Et la deuxième manière, c'est d'essayer aussi de prendre des tâches qui reflètent ce que nous, on pense qu'on va entraîner dans notre intervention. Puis on a vraiment essayé de faire, on a beaucoup travaillé avec la prof de musique pour faire quelque chose qui soit pas de la musicothérapie, mais vraiment de la leçon de musique, et puis avec une composante cognitive lourde, là, importante. Donc on avait mis aussi beaucoup de choses qui faisaient beaucoup travailler toutes les fonctions exécutives, et on avait choisi des tests de fonctions exécutives dans nos batteries qui n'ont pas montré d'effet. Et effectivement, on cherche encore pourquoi ou quels seraient les tests qui le montreraient. Le problème souvent qu'on a quand on prend des tests neuropsy standardisés, c'est que ces tests-là, ils sont faits pour montrer un problème. C'est des tests diagnostiques qui sont faits pour donner une réponse malade versus normale, qui ne sont pas nécessairement suffisamment sensibles pour montrer un effet pré-post-intervention. Donc là aussi, peut-être, on a des difficultés à ce niveau-là. Pour la deuxième partie de la question, c'était quoi? Ah oui. Remets-moi un peu dans le... Est-ce que c'est le même type d'intervention? Est-ce qu'ils ont le même effet que toi? Ah oui, sur la mémoire verbale. Oui, c'est très temporel. Oui, parce que l'intervention... C'est les deux, mais il y a quelque chose, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent ça chez les enfants dyslexiques. Même Barbara Tillman a présenté quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps pour les journées du Brahms. Quand on entraîne la perception auditive, temporelle, on va améliorer des fonctions du langage. Et bien sûr que la musique, c'est un entraînement attentionnel, auditif très intense. Et je pense que c'est vrai que oui, ça va avoir des répercussions sur un tas de tâches linguistiques de discrimination et aussi de mémoire à court terme, parce que si on perçoit mieux, on va mémoriser mieux. Merci.